C'est quoi les plus grands mythes sur la nutrition que tu rencontres? Moi, j'avais une amie qui m'avait fait ça, qui avait mangé que de la carotte. Est-ce que tu as des techniques particulières pour calmer les envies de sucre? Tu penses quoi des protéines végétales? Combien de repas par jour en muscles? Les compléments alimentaires, t'en penses quoi? Moi, je recommande vraiment et sincèrement d'avoir une alimentation qualitative dans un premier temps. Donc, ne reproduisez pas bêtement ce que font les gens sur Internet, s'il vous plaît. Hello, je suis aujourd'hui avec Sarah. On a déjà tourné une vidéo ensemble et là on va parler nutrition. Donc je vais poser mes questions nutrition à Sarah qui va me répondre. Elle est docteur en nutrition et elle va pouvoir nous donner tous ses conseils pour gérer côté nutrition et pour bien prendre soin de son corps. Je vais lui poser des questions de fou. C'est parti, vous allez voir ça. Abonne-toi, mets un petit j'aime, un commentaire. Abonne-toi chez Sarah aussi sur son Insta. Let's go. Bon alors Sarah, dis-moi toi, tu penses quoi des protéines végétales en dehors du soja, notamment pour la muscu, pour ce qu'elles contiennent, si c'est des bonnes protéines ou pas? De façon générale, en fait, moi je trouve ça bien d'inclure des protéines végétales dans ton alimentation, mais à savoir que les protéines végétales en fonction de la source, donc de ta protéine, que ce soit par exemple du quinoa, du soja ou alors des graines de chia ou autre, et bien en fait l'apport en acides aminés va être différent. Et donc si tu souhaites donc déjà pour avoir une hygiène de vie et donc pour ta santé, avoir un bon apport en protéines, mais aussi si tu as des objectifs en musculation ou de performance sportive, dans tous les cas, il faut que tu aies un apport diversifié de ces différentes protéines végétales, de ces différentes sources, pour pouvoir avoir donc la totalité des acides aminés et notamment en fait les acides aminés essentiels donc comme apport. Ok. Et du coup, par rapport à ça, donc il y a certaines sources qui manquent de certains acides aminés. Donc au sein des protéines végétales, il me semble qu'on a les céréales qui vont manquer de méthionine ou de lysine, à chaque fois je sais plus. Ouais. Et les légumineuses qui manquent de l'autre. Okay. Et du coup, après ça dépend parce qu'en fonction de chaque légumineuse, par exemple, tu vas pas avoir le même apport sur un pois chiche ou un boulgour. Donc c'est le meilleur conseil en tout cas à avoir sur la nutrition là-dessus, c'est de varier et de les consommer parfois même en même temps. Prends un plat comme exemple le couscous, tu vois. Tu vas avoir donc ta source céréalière qui va être la semoule et en légumineuse tu vas avoir tes pois chiches. Et là du coup effectivement ça va se compléter comme tu dis et ça va pallier en tout cas le manque de certains acides aminés, que ce soit dans la semoule ou alors dans le pois chiche. Ok, et du coup pour quelqu'un qui fait de la musculation, qui est vegan, qui veut pas consommer du tout de viande, de poisson, ouais, d'œufs, okay, et qui prend donc il prend le matin des céréales, le midi il prend des légumineuses. Est-ce que là, avec, je sais pas, 5 heures d'espace entre les différents repas, s'il a qu'une source le matin, qu'une source le midi, ça se complète quand même et ça va quand même lui permettre d'avoir les acides aminés de manière comme s'il prenait de la viande ou... Alors, tu parles donc de s'il scinde vraiment son apport glucidique le matin et légumineuse le midi, par exemple, c'est ça? Oui. En fait, là, l'inconvénient au niveau de la digestibilité, donc de ce que tu vas en faire une fois que tu l'as dans ton corps, et après, ça dépend aussi quand est-ce que tu fais ta séance de musculation, quand est-ce que tu vas avoir besoin de faire de la resynthèse protéique donc pour pouvoir alimenter correctement tes muscles. Après, ça dépend aussi de tes objectifs en musculation, si tu veux faire de l'hypertrophie. Il fait de l'hypertrophie, le gars, il veut prendre du muscle. D'accord, il veut prendre du muscle. Déjà, je pense qu'il va avoir besoin d'un bon apport en protéines. Et est-ce que 2 repas, juste, ça va suffire? On ne sait pas aussi. Mais à mon sens, il faut que tu aies un apport complet en acides aminés à l'instant T, donc au sein d'un seul repas. Ouais, voilà. Donc dans 1 heure de fourchette de temps, quoi. Ouais, okay, exactement. Il faut refuel vraiment, tu vois, l'organisme à ce niveau-là. Ok, donc ça veut dire qu'un vegan qui mange que des céréales toute la journée et de temps en temps des légumineuses, lui déjà c'est mort, il prendra beaucoup moins de muscles et ça va moins bien se passer. Et il va peut-être être fatigué aussi. Ouais. Mais avant de se poser la question de prendre du muscle. Mais je me trompe peut-être, mais à mon sens, la majorité des personnes qui sont véganes et que je suis sont complémentées à côté, tu vois. Ils prennent des compléments, que ce soit des EAA par exemple, donc en complément alimentaire, où là on va apporter les acides aminés essentiels. Et là souvent les personnes qui sont véganes et qui vont s'orienter vers des compléments alimentaires vont être plus soucieux de la composition et de la source des acides aminés, donc pour que ça colle avec leur rythme de vie et leur valeur. Et du coup, ouais, les personnes véganes qui prennent par exemple de la protéine de pois ou de la protéine, après on a quoi? On a du pois, c'est plus ce qu'on a après comme protéine végane, en poudre. Ouais. Ça, t'en penses quoi de ce type de protéine? Du coup, c'est pas terrible? Dans un but d'hypertrophie toujours. Si tu prends que ça. La personne se fait son entraînement, shaker de protéines de pois derrière. Ça va, il va y avoir un apport protéique forcément. Après, est-ce qu'il sera complet et total et est-ce qu'il va répondre à 100% à ses apports à l'instant T suite à sa séance de musculation? Peut-être pas forcément. Donc c'est pour ça en fait. Moyen. Après, non mais si t'as ton shaker, je pense que ton shaker tu prends pas dans le but de ton alimentation telle quelle en fait. T'as une alimentation à côté. Donc si t'es un minimum soucieux et que tu vas avoir tes résultats, tu vas avoir une alimentation équilibrée et adaptée en parallèle
Là, le shaker de poids, c'est pour apporter une source de prot juste après ta séance de muscu pour que ton corps, il se dise « Ok, je suis en train d'assimiler des protéines, on va faire tourner mon métabolisme derrière pour pouvoir resynthétiser derrière. » Tu vois? Donc c'est plus un ensemble, c'est plus une information que tu vas envoyer à ton corps, mais à côté, si tu as pris ton shaker en post-muscu, derrière, le repas qui suit, tu fais un apport complet aussi. Ouais, là, il faut un apport complet. Ok. Super pour ça. Et le soja, maintenant, t'en penses quoi? Ça dépend. En fait, le soja, moi honnêtement, j'aime bien parce que j'aime bien avoir une alimentation un peu végétalisée. Mais en fait, le problème, c'est que ça va dépendre de la source, de la production et de comment est-ce que tu le consommes aussi, à quel point est-ce qu'il a été transformé et comment. Donc, du coup, le soja, notamment, quand j'en consomme, on voit qu'il y a un effet sur mon corps, où j'ai une réponse derrière. Donc, est-ce que c'est le soja en tant que tel? Est-ce que c'est le produit qui contient du soja et la façon dont il a été produit et la source du soja? Est-ce que c'est ça qui joue là-dessus? Parce que potentiellement, il y a plein de pesticides et tout aussi, il ne faut pas se leurrer, sur la production du soja. Donc, il y a tous ces facteurs-là à prendre en compte. Et t'as quel effet, toi, quand tu consommes du soja? Moi, en fait, honnêtement, sur moi-même, je le ressens pas forcément. Après, sur ma shape, ça se voit un petit peu que je suis un peu moins dessinée, par exemple. Ah ouais? Ouais. C'est-à-dire, tu manges une fois du soja dans la semaine et à la fin de la semaine... Après, j'en consomme un petit peu plus que ça. Moi, j'aime bien... je digère pas le lait, si tu veux. Ouais. Donc, du coup, c'est un lait végétal que j'utilise, que j'aime bien, si j'ai envie d'en mettre un petit peu dans mon café ou dans mes pommes. Oui, lait de soja, comme ça. Voilà, okay. Tu vois. Et donc, ça, typiquement, je peux avoir des effets. Okay. C'est pas automatique. Mais en tout cas, il y a un lien qui s'est fait parce que là, ça fait quoi? Ça fait 1 an qu'on travaille ensemble et donc du coup, on fait des prises toutes les semaines. Et donc, du coup, il regarde exactement tout ce que tu consommes et en fonction de ce qui on voit les tendances, tu vois. Du coup, non, le soja, toi, tu dis que forcément, selon là d'où il vient, les OGM, ce qu'on peut avoir mis aux pesticides, on n'aura pas la même chose. Et ça, ça c'est ce que je dis à chaque fois dans mes vidéos. C'est un vrai effet sur tes hormones. Ouais, mais ce que je conseille moi aujourd'hui, c'est de consommer plutôt le soja sous forme de tofu ou de tempeh, parce qu'il est transformé et qu'il aura moins de progestérone. Maintenant, sur la recherche aujourd'hui, il y a un petit peu tout et n'importe quoi sur les progestérones que peuvent contenir le soja. T'as un avis là-dessus? Ça, c'est compliqué aussi, mais en fait, c'est pareil. Après, il faut savoir que dans ton corps, toi, tes récepteurs, ils vont être plus sensibles à tout ce qui vient d'origine animale, parce que tu en es un. Et tout ce qui va être phytoestrogène ou progestérone, et là, dans le ratio, il va un petit peu moins préférer. Après, si tu lui donnes que ça, forcément, tu vas avoir un impact derrière. C'est pour ça que je pense que c'est bien d'avoir un apport un petit peu diversifié, donc d'où les recommandations de base, en fait, d'avoir une alimentation équilibrée et variée. Mais pour tout ce qui est vegan, végétarien, etc., c'est un peu plus compliqué. Et là, il faut vraiment être soucieux de la provenance, de comment est-ce que le soja a été traité. Et c'est pareil, en fait, on peut se poser la question des produits ultra transformés. Le tofu, c'est bien parce que tu te dis, ouais, c'est neutre, c'est que de la pâte de soja, mais ça reste quelque chose d'ultra transformé. Donc si tu le manges tous les jours, pas terrible non plus. Ouais, moi, du tofu, tempeh, j'en mange une fois toutes les 2 semaines. Après, j'essaie d'en manger un petit peu pour manger moins de viande. Parce que le truc, c'est que moi, mais c'est ça. Viande par semaine, c'est quoi? Ça doit être 3 kilos, je sais pas. Enfin, il y en a, plus les œufs le matin. Donc je me dis, pour varier un petit peu et réduire un peu ma consommation de viande, ce serait pas mal. Mais forcément, ça reste transformé. Bon, mais c'est toujours moins transformé, on va dire, que la fausse viande, enfin la viande végane et ce genre de produits où là, je me dis, pourquoi aller manger des trucs pareils aussi transformés? Question suivante. Vas-y. C'est quoi les plus grands mythes sur la nutrition que tu rencontres? Moi, celle que la plupart de mes patients ils me disent, c'est les glucides, ça fait grossir. Genre ça, c'est vraiment le truc, les gens qui arrêtent de manger du pain, Non, déjà en plus, ils arrivent avec cette idée de me dire les glucides, ça fait grossir. Et je leur pose la question, où est-ce que vous trouvez les glucides? Parce que les gens, en fait, ils se rendent pas compte que les glucides, entre guillemets, dans ton alimentation, ils sont partout. Ils vont pas s'intéresser à un étiquetage. En plus, l'information, elle est sur le papier la plupart du temps. Mais donc du coup, souvent, ils vont me dire j'ai arrêté de manger des pâtes ou j'ai arrêté de manger du pain, ce genre de choses. Non. Et en plus, ça, je pense qu'on pourra en reparler derrière, mais souvent, les gens qui veulent plus manger de glucides, ils sont dans des régimes restrictifs, et ça, c'est compliqué aussi après. Mais c'est un autre sujet, encore une fois. Et les glucides, fondamentalement, si vous répondez correctement à vos apports journaliers, vous n'allez pas plus grossir que ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme... Juste par rapport à ça, moi, j'aimerais rebondir sur les glucides. Les glucides, je dis la même chose que toi. Après, moi, ce que je dis, c'est de bien choisir ses glucides parce que forcément, c'est là où c'est le plus intéressant plutôt que de vouloir arrêter de manger du sucre et tout. Ok, arrêter de manger des produits transformés, des trucs comme ça, mais remplacer les pâtes par du riz semi-complet, des trucs qui vont être plus intéressants. Quelque chose qui est qualitatif, vraiment. Donc, juste sur ça, pour toujours améliorer son alimentation. Du coup, deuxième mythe. Je l'ai oublié. Ah non. Autre mythe que j'entends souvent aussi au cabinet, c'est que le gras, c'est forcément mauvais.
Donc les gens vont arrêter de consommer des aliments qu'ils pensent gras. D'ailleurs, à l'inverse, parfois, ils se rendent pas compte que potentiellement, des aliments qui contiennent du bon gras, ils savent même pas qu'il y a du gras dedans. Genre l'avocat. Voilà, l'avocat. L'avocat, typiquement, c'est l'aliment que tous les fit girls ou fit boys adorent et consomment tout le temps. Et les gens vont pas avoir conscience que ça contient des graisses et que c'est des bonnes graisses en fait. Donc c'est vraiment une grosse idée reçue sur les graisses de façon générale, ou même le saumon. Les gens savent pas. Moi, souvent, je leur pose la question, je leur demande à quelle fréquence est-ce qu'ils consomment des poissons gras. La plupart des personnes ne savent pas me répondre parce qu'ils n'arrivent pas à identifier les poissons gras. Et alors que c'est hyper important parce que c'est là-dedans que tu vas avoir toute ta source d'oméga 3, que on est quand même vachement déficitaire là-dessus. En plus, ça dépend des générations et de si tu as été allaité par tes parents ou si tu as eu du lait infantile en poudre aussi. Parce qu'il y a eu un gros débat. Ça, je ouais, et ça, c'est un truc de fou. Mais donc ouais, là, il y a toute cette thématique autour du gras, vraiment, que les gens vont consommer que des produits hyper light, 0% de matière grasse, etc. Mais ça, c'est marrant quand même parce que le gras, du coup, c'était un le gros ennemi des personnes qui voulaient perdre du gras il y a 20 ans. Ouais. Après, on a compris que c'était le sucre et les glucides plus. Et t'as encore des gens qui font cette fixette sur le gras, quoi. Je pensais que c'était mieux aujourd'hui. Et moi, de ce que je peux voir dans les vidéos que je fais, on comprend. Enfin, les gens, j'ai l'impression, comprennent plus que c'est le sucre. Mais du coup, je m'attendais pas à ce que. C'est générationnel aussi. Oui. Moi, tu vois, je t'avoue, des personnes de 40 ans, elles vont bien, elles vont parler du gras. Ouais, j'ai une grande. Enfin, vraiment, j'ai un panel au niveau de l'âge qui est énorme ici. Donc, ça dépend vraiment et des habitudes alimentaires aussi. À l'inverse, il y en a qui vont penser qu'un plat mijoté avec du coq au vin va pas y avoir de sucre ou de choses comme ça, alors que si, quand même, tu vas avoir des apports. Donc c'est vraiment, c'est beaucoup sur les habitudes alimentaires et c'est culturel aussi, donc et générationnel. Et là, alors ce qui touche notre génération vraiment, c'est tous les régimes détox, les gens qui, ou non, il y a aussi les monodiètes, des gens qui vont manger des pommes pendant une semaine. Ou que de la viande, c'est ça. Ouais. Alors des pommes à la limite, mais genre les mecs qui mangent que de la viande tout le temps pendant une semaine ou des trucs comme ça. Ah ça j'en ai pas rencontré encore. Mais c'est plus aux États-Unis. Ah ouais. Mais il y en a un qui est connu, c'est le mec qui mange de la viande crue là, du foie cru. Super. Et il se fait par moment des cures de viande où il mange que de la viande pendant une semaine, aucun légume, rien que de la viande. Okay. Je me dis mais ça doit pas être ouf quoi. Moi, je m'interrogerai sur son transit aussi dans un premier temps. Mais et du coup, les gens qui mangent que des pommes, ou ça, on le voit aussi dans le cyclisme. J'avais vu plusieurs fois des reportages. Les mecs qui partaient une semaine en montagne, mangeaient que du raisin pendant une semaine et se détendre un petit peu. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Moi, j'avais rencontré quelqu'un aussi qui mangeait du raisin comme ça pendant une semaine. Alors, en fait, je comprends l'idée, dans le sens où ils doivent se dire que on apporte moins de mauvaises choses, entre guillemets, à notre corps, donc on va le soulager, on va le reposer. Mais il y a un moment, tu le mets aussi un petit peu en crise, tu vois, parce que tu vas clairement le mettre en survie. Je pense que peut-être aller 2-3 jours, peut-être que ça va te soulager un petit peu. Enfin, ça va te soulager au niveau digestif, parce que clairement, tu vas te purger, entre guillemets. Tes reins, ils vont un petit peu moins travailler, donc tu vas vraiment utiliser tout ton système diurétique, etc. Je pense qu'ils doivent beaucoup s'hydrater, ces personnes-là, parce que sinon, j'ai un peu du mal à voir comment ça peut fonctionner. Mais en fait, le problème, c'est que si tu fais ça régulièrement et à long terme, tu vas créer un dérèglement hormonal. Parce que ton métabolisme, il va switcher. Après, ton cerveau, il va pas comprendre. Et ensuite, dès lors que tu vas te retrouver un petit peu en phase de restriction, le corps, il va pas répondre comme tu voudrais, en fait. Parce que tu l'as déjà agressé une première fois. Il est intelligent, il a une mémoire. Donc il va se dire non, on reproduit pas ça en fait. On a déjà vécu la famine, c'est fini, on veut plus. Donc ça c'est sur du court terme à chaque fois. Enfin les gens font ça ponctuellement. Je pense qu'ils font ça ponctuellement et sur du court terme, c'est pour ça que là je te parle de 2-3 jours, mais une semaine, moi je suis sûre que les gens ils font des crises d'hypoglycémie. Hein. Ouais. Moi j'avais une amie qui m'avait fait ça, qui avait mangé que de la carotte. En se disant, la carotte c'est pas mal, c'est un légume, il y a du sucre et tout. Et en plus, en vrai, la réflexion était pas mal. Parce que c'était, en plus, tu peux la cuisiner sous différentes façons, donc tu t'en lasses un petit peu moins. Carotte râpée, machin. Juste carotte. Voilà, tu vois. Et sauf que cette personne-là, c'était une sportive. Forcément, elle a fait une crise d'hypo et tout, mais dans les pommes à l'entraînement. Donc après, c'est ça. Dans quelle mesure, quelle est ta pratique, quelle est ton activité, qu'est-ce que tu fais? Il y a plein de questions à se poser. Ouais. Donc ne reproduisez pas bêtement ce que font les gens sur Internet, s'il vous plaît. Parce que parfois, vous faites du mal. Entre un régime détox et faire un jeûne encadré, bien, tout ça sur une semaine. Ouais. Là, toi, tu en penses quoi
une semaine de jeûne. Ou enfin 3-4 jours, un truc qui a un réel impact. Bah, je sais pas si j'ai vraiment un avis là-dessus, finalement. Alors. Tu vois. Non, mais parce que je me dis, en fait, je peux comprendre que ça soulage, que ça fasse du bien, etc. Après, dans quel intérêt est-ce que tu le fais? Quelle fréquence est-ce que tu le fais? Parce que moi, c'est pareil, en fait, ça me fait penser à des patients. Bon, après, là, c'est une problématique un peu spécifique, des gens qui veulent perdre du poids, qui n'y arrivent pas, parce que ils se sont sous-alimentés. Donc, du coup, ça me fait poursuivre sur les régimes restrictifs, tu vois. Et donc, du coup, ils sont arrivés à un stade où ils n'arrivent plus du tout à perdre du poids. Et là, il y a carrément des troubles un petit peu psychologiques qui s'installent aussi, où la personne, si elle va consommer des pâtes, qu'elle a fait un excès, selon elle, d'apport en féculents, tu vois. Après, elle mange plus rien pendant 2 jours. C'est ça. Et moi, j'avais été mais choquée. Et j'aurais dit, mais pourquoi est-ce que vous faites du mal comme ça? Parce qu'en plus, potentiellement, après, la personne est déprimée parce que tu lui apportes pas suffisamment de sucre, tu vois. Donc, ça dépend dans quelle mesure est-ce que tu le fais. Si ça a vraiment un sens, que ça te fait du bien, c'est une retraite spirituelle et tout, pourquoi pas? Si c'est pour un objectif de perte de poids, ça sert à rien. Arrêtez. Mangez, faites du sport, voilà. Un autre mythe? Ah, t'en veux beaucoup quand même. Non, c'est bon. Je sais pas, qu'est-ce que t'as toi que t'as entendu sur lesquels on pourrait échanger? Il y a beaucoup de choses. Après, un mythe réellement. Si, mais là, on est plus dans le domaine muscu, mais ça m'épuise tout le temps. C'est la graisse se transforme en muscle. Et à chaque fois, je dois expliquer un petit peu les processus qu'il peut y avoir. Non, mais je comprends la réflexion des gens. Parce qu'ils disent, je fais du sport, je perds du gras, je prends du muscle. Oui, il y a les deux qui vont arriver. La balance, mais c'est pas l'un qui devient l'autre. Ça se passe. Mais bon, c'est un truc que j'ai expliqué plusieurs fois. Mais c'est un truc. Je comprends pas comment les gens l'intègrent pas et comprennent pas après que c'est pas ce fonctionnement-là sur ça. Et je rebondis. Je vais peut-être dire un truc qui peut choquer, c'est que au niveau du métabolisme, qu'importe ce que tu manges, si tu en manges trop et que tu ne l'utilises pas, ça fera du gras. Si tu manges, si tu manges trop de glucides, hop, paf, on bascule, on fait de la lipogénèse, tu vois, à la fin. Ouais. Si tu manges trop de gras. Les protéines, ça reste quand même plus compliqué, il faut vraiment y aller. Mais bon. À la fin, ça finit quand même. Il y a quand même des voies qui font que tu y arriveras, tu vois. Et là, t'es là, tu te dis, oh, mais c'est. Donc, c'est une notion à mort. Effectivement, il faut des kilos et des quantités astronomiques, tu vois. Mais quand même, ayez ça à l'esprit. Alors que, du gras, avec du gras, tu feras jamais de la protéine, tu vois, donc en apport. Donc, sur les voies métaboliques, c'est ça. Question suivante. Vas-y. Combien de repas par jour en muscu? T'en penses quoi? En muscu? Il y a des personnes qui vont prôner l'OMAD, donc one meal a day, faire un seul repas. Donc là, on est dans un extrême. Et après, à l'inverse, on a les bodybuilders qui vont se lever la nuit pour faire des repas en plus et faire du 6 à 10 repas dans la journée. Pour toi, il faut être dans quoi si on veut optimiser l'hypertrophie musculaire quand on a un certain niveau? Donc quand on est débutant, là on prend forcément du muscle, mais quand on a 2-3 ans de musculation, toi qu'est-ce que tu en penses du nombre de repas en musculation? Alors déjà, je pense que les extrêmes sont jamais bons. On va commencer là-dessus. Un repas par jour, si tu veux vraiment faire de l'hypertrophie et que tu t'entraînes beaucoup, je sais pas quelle est la durée de l'entraînement de ces personnes-là et quand est-ce qu'elles s'entraînent par rapport à leur repas. C'est toute une logistique à concevoir, tu vois. Et trop de repas aussi, quitte à ce que tu bousilles ton sommeil pour aller manger. Je pense que faut pas tout négliger non plus, quoi. Genre, le sommeil, c'est quand même hyper important, surtout si tu veux avoir une bonne récupération derrière. Donc là, en fait, c'est un peu, ça rejoint un peu la discussion qu'on a eue sur les whey, par exemple, tu vois, de prendre les shakers ou pas. T'as vraiment, la première question, c'est comment est-ce que toi, tu te sens? Comment est-ce que tu es capable de digérer les choses? Parce que, par exemple, après la muscu, j'espère que je vais pas me faire taper sur les doigts, mais je vais dire que c'est pas un sport trop violent en termes d'intensité, peut-être. Je le dis. Okay, après, je me fais taper sur les doigts. Parce que non mais tu vois, moi j'ai même dit que la muscu c'était pas un sport, que c'est de la préparation physique et tout. Derrière, il y a eu des critiques, donc ça, t'inquiète pas. Sur la muscu, tu peux le dire, voilà. Après, je veux pas clasher la muscu, mais c'est parce que moi, je vois par exemple, j'ai des personnes qui font de l'athlétisme. Et là, clairement, ou même la boxe, tu vois, va falloir réfléchir à quand est-ce que tu manges par rapport à la pratique par rapport à ton entraînement. Après, il y a des gens, moi je connais des boxeurs, ça leur pose pas de souci de manger un taco et d'aller boxer derrière, tu vois. Truc que je pourrais jamais faire parce que j'ai pas le temps de le digérer, je me sens pas bien et puis c'est sûr, je vais vomir, tu vois, sur le ring. Donc, de façon générale, moi je suis un peu partisante de tes 3 repas par jour et d'agrémenter ta journée avec des collations pour répondre à tes besoins sur un instant T. Mais d'orienter surtout une alimentation qualitative et pas forcément... En fait, on se pose trop la question des quantités, de combien est-ce que je dois mettre, quelle fréquence je dois manger, etc.
Si vous avez une alimentation qualitative qui répond à vos besoins, déjà vous allez lisser en fait tous les pics d'insuline que vous pouvez avoir dans votre journée. Vous aurez moins souvent faim, vous allez mieux dormir, vous allez mieux gérer votre récupération, vous allez performer sur vos entraînements. Tout est lié en fait. Donc moi je recommande vraiment et sincèrement d'avoir une alimentation qualitative dans un premier temps. Et après tu peux te poser la question de ok, bon, bah là j'ai fait 2 entraînements de muscu. J'étais moyen, je trouve que j'ai pas trop de résultats, je veux augmenter mes apports en prot. Ok, à quel moment est-ce que je peux les ajouter dans ma journée? Est-ce que je supplémente un repas en protéines ou est-ce que je fais une collation supplémentaire avec des protéines encore en plus? Donc il y a plein de choses à adapter là-dessus. Mais c'est personne dépendant aussi. Super. Donc pas vraiment de nombre de repas, ouais. C'est du cas par cas et en fonction de toi, quoi. Pourquoi certains diététiciens font parfois des plans à 1300 kilocalories pour des hommes qui sont actifs, qui font du sport, pour les aider à perdre du gras? Moi, c'est quelque chose que j'ai parfois en appel, des personnes qui viennent me voir pour les aider à évoluer, à perdre du gras. Et ils m'expliquent qu'ils ont déjà été voir un diététicien, qu'ils ont déjà été voir différentes personnes et que le diététicien leur a fait un plan qu'ils ont suivi, qu'ils ont bien suivi et que malgré ça, ils ont perdu du poids au début, mais qu'après, ça a bloqué. Et en fait, quand ils m'expliquent un petit peu le plan, c'est des quantités kilocalories qui sont super basses. Donc je comprends pas comment est-ce qu'il y a des personnes qui peuvent faire ça alors qu'ils ont suivi des études, qu'on leur a expliqué. Qu'est-ce que tu en penses de ça? Eh bah, je te rejoins là-dessus. Moi aussi, j'ai du mal à comprendre parce que en fait, du coup, ça répond à un autre mythe de on se met en déficit calorique, on va forcément perdre derrière. Sur les premiers jours, sur l'instant T, bien évidemment, si c'est une première fois, ça va fonctionner parce que ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Tu mets ton corps en mode survie. Il va aller taper dans tes réserves, il va utiliser les graisses parce qu'il va avoir besoin d'énergie, rien que ce soit pour alimenter tous tes organes, que tu puisses respirer, que tu puisses te mouvoir, que tu puisses réfléchir. Donc là, forcément, première phase, première fois, ça va fonctionner. Sur le long terme, ça ne fonctionnera pas parce que ton corps n'est pas débile. Et arrêtez de vous insulter et d'insulter vos corps. Non mais en fait, derrière, c'est typiquement ce genre de régime qui va créer un dérèglement hormonal. C'est-à-dire qu'au niveau de ton métabolisme, tu ne vas plus t'orienter vers les bonnes voies et ça va plus fonctionner correctement. Il va tout le temps être en mode survie. Donc tu vas stagner. Typiquement, le cas d'une patiente là, que je te disais tout à l'heure qui mange un fromage blanc par jour et qui me dit « je ne perds pas de poids ». Je dis « bah oui, votre vie elle doit être compliquée, vous devez être de bonne humeur en plus tous les jours ». Donc non, en plus il y a un réel impact aussi rien que sur ton bien-être mental, sur ton humeur, et c'est horrible de se pourrir la vie comme ça pour avoir un objectif de juste tu veux maigrir ou tu veux prendre du muscle ou à quel point, quelles sont les limites du bonheur là-dessus, mais bon c'est philosophique. Mais non mais par exemple j'avais une autre patiente qui pareil, elle avait été voir un médecin nutritionniste et donc je crois que c'était par visio que ça se passait les consultations comme ça se fait beaucoup et donc qui était déjà donc sur un régime hypocalorique finalement, donc c'est ce qu'on appelle ça comme ça. La personne va en consultation et dit au médecin ouais là j'ai fait un peu d'excès parce que c'était un peu dur, parce que mentalement, psychologiquement c'était un peu compliqué, une période pas très facile pour cette personne-là. Donc au début, la médecin lui dit ok, on part sur le régime 1500 calories. Puis elle continue de discuter, elle dit ouais mais j'ai quand même pris 2-3 kilos. Donc en gros c'est la finalité de la discussion. Ah vous avez pris 2-3 kilos? On passe à 1002. Ouais. 1002 pour une femme, du coup besoin on va être quoi, 2002, 2003 ouais voilà, et même et tu te dis c'est atroce parce que y a rien qui est pris en compte à part sur le papier un nombre de calories en supposant qu'on va être en déficit, qu'on va perdre derrière. Non, c'est complètement faux. Tu vas pourrir la vie de la personne, elle va se sentir fatiguée, elle va pas se sentir bien, déprimée en plus qui plus est, et potentiellement la vie sociale et les gens autour de cette personne-là. Parce que du coup, ça va avoir un impact sur la personne dans son travail, dans sa vie de couple, etc., de famille ou autre. Donc moi je pense qu'on se marche sur la tête et s'il vous plaît, arrêtez de faire ça. Vous allez être malheureux. Bon bah c'est bien, au moins on partage le même avis là-dessus. Moi aussi je vous le dis, comptez pas vos calories. Les calories, tu peux t'amuser à les estimer un petit peu sur une semaine pour comprendre quel aliment contient des calories ou quoi. Mais après sur le long terme, faut apprendre à bien manger, à se faire plaisir comme il faut et à perdre du gras comme ça. Et ça marche. Mais c'est ça, et en plus ça rend fou les gens. Parce que tous les compteurs de calories, etc., les gens sont matrixés. Déjà, on est énormément sur nos écrans, sur nos téléphones. Alors si en plus tu as une application où tu dois rentrer tout ce que tu manges, etc., non mais tu deviens zinzin et clairement tu développes des troubles et tu deviens complètement orthorexique en fait. À compter en permanence, et c'est pas une vie non plus. Pour moi, c'est juste pertinent pour le bodybuilding. Là en fait, on est dans un extrême, donc quand tu pousses ton corps à un certain niveau, tout ça... Pour moi, là, ça a du sens. Mais même dans le sport de haut niveau, non. Mais juste dans le bodybuilding, parce que vraiment, là, il faut tout optimiser.
pour pouvoir battre des mecs qui font la même chose. Donc. Voilà, là c'est vraiment sur du détail, mais une personne lambda qui veut juste se sentir bien et perdre un peu de poids, on va pas rentrer là-dedans. Hein. Ouais, super. Est-ce que tu as des techniques particulières pour calmer les envies de sucre? Alors là, je sais ce que tu vas me dire. Tu vas me dire déjà si tu as des envies de sucre, c'est que tu as mal géré. J'anticipe. Maintenant, oui, pour les personnes qui ont des envies de sucre par moment, qu'est-ce que tu leur dirais? Du coup, je peux pas répondre à la première phase. Si, vas-y, fais-toi plaisir. Quand même, si tu as une alimentation qualitative, que tu arrives à apporter, à nourrir correctement ton corps et que tu t'orientes vers des aliments à faible index glycémique, qui vont être qualitatifs, qui vont te procurer une satiété, etc., normalement, t'as pas trop envie de sucre. Après, potentiellement, le mental joue beaucoup aussi, parfois. Si t'es déprimé, ou on ne sait pour quelle raison, tu peux avoir envie de sucre aussi, ou juste, comme tu dis, t'es un gourmand et tu veux consommer du sucre, bah une petite force mentale quand même déjà. Et non, bah buvez de l'eau, faites-vous un thé, un café, occupez votre estomac, dupez-vous. C'est tout. Non, c'est pas tout, mais ça peut être une technique, tu vois. Si par exemple, bah moi typiquement, avant d'aller m'entraîner, je sais que j'ai entraînement à 18h30, je vais prendre ma petite collation vers 17h, 17h30, parce que ça se digère très vite, tu vois. Et bah, si à 16h j'ai envie de consommer quelque chose, bah, moi je me fais un thé, en général. Ou alors tu t'orientes vers quelque chose, moi c'est ce que je donne beaucoup à mes patients, parce que les gens souvent ils aiment grignoter. Et en fait là on répond à un besoin de mastiquer quelque chose, tu vois. C'est une sensation hyper agréable, la mastication. Et donc bah, croquer dans quelque chose, que ce soit une pomme ou des fruits à coque, type des amandes, des noix, ou des choses comme ça, c'est plaisant et c'est satisfaisant et ça va vite enlever en fait cette envie de sucre aussi. En vrai sur ça, moi aussi ce que je dis c'est de l'eau, beaucoup d'eau. En vrai voilà. J'ai plaisanté mais évidemment je dis bien s'hydrater tout au long de la journée. Et après moi ce que je recommande c'est en général des fruits, de toujours manger un fruit avant de manger quoi que ce soit d'autre. Ouais, parce que le fruit ça va couper un petit peu la faim, ça va apporter un petit peu de sucre aussi, sans qu'on le sente. Et déjà, ça calme un petit peu l'envie de sucre. Et une fois que tu as mangé ton fruit, là, tu peux commencer à manger autre chose en contrôlant un petit peu ce que tu vas... En fait, c'est ça, tu vas remplir un petit peu ta jauge. Donc, du coup, tu auras un petit peu calé ta jauge, donc forcément, tu vas moins consommer de ce que tu avais très envie de consommer avant. Mais ouais, c'est pour ça que les parents, ils disent ça aux enfants souvent. Tu manges ton fruit d'abord et après, tu peux manger ta barre de chocolat. Mais tu vois. Les compléments alimentaires, t'en penses quoi? Est-ce que c'est indispensable? Est-ce qu'on peut s'en passer? Alors, réponse facile, ça dépend des cas. Comment complément alimentaire? En fait, si tu as une alimentation impeccable, que tu as les bons apports, que c'est qualitatif, etc., en un sens, non, tu devrais pas en avoir besoin. C'est pas censé être indispensable. Après, en revanche, là, moi je prends l'exemple aujourd'hui de la Bretagne, parce que je sais pas dans quel état sont les autres régions en termes de météo en ce moment. La vitamine D. Voilà, voilà. En ce moment, nous, on n'a pas eu de soleil et franchement, ça s'est ressenti sur l'état de fatigue et mental, en tout cas des patients que je reçois ici, où ils étaient complètement HS, quoi, coup de mou. Donc il y en a beaucoup que j'ai mis sous huile de foie de morue, en gélule, hein, parce que sinon... Ah oui, c'est vrai que l'huile de foie de morue, du coup c'est oméga 3, mais il y a aussi un petit peu de vitamine D. Exactement. Ça, ouais. Et donc ça c'est pas mal, tu vois. Et souvent les premiers retours c'est que tout de suite ça a un effet assez radical parce que t'as les bons apports. En soi, si t'as une alimentation équilibrée, que t'as un petit apport lumineux, que t'as du soleil, etc., devrait pas y avoir de problème, quoi. Donc t'es pas obligé d'avoir des compléments alimentaires. Après, si t'as un régime alimentaire un petit peu spécifique, type des végétariens, des véganes, potentiellement t'es obligé de te complémenter. Sur majoritairement les véganes, c'est la B12 qu'on leur donne en priorité. Sur les oméga 3, je pense que tu peux améliorer aussi les apports là-dessus. Mais il y a des choses très simples et très naturelles en termes. Tu vois, on parle de compléments alimentaires en se disant ouais, c'est des gros trucs, ça va être des gélules, ça va être des produits transformés, c'est de la chimie, etc. Pas forcément, hein. L'huile de foie de morue, bam, c'est pas bien compliqué, c'est pas transformé. Il y a plein de choses qui peuvent être très simples que tu peux apporter dans ton alimentation pour la compléter. Sur ça, moi je dis souvent qu'il y a certains compléments alimentaires qui sont vraiment indispensables pour toute alimentation, mais c'est rarement ceux auxquels on pense. Du coup, pour moi, il y a la vitamine D. Ouais. La vitamine D, j'ai arrêté de prendre la mienne en mai. J'aurais peut-être dû continuer à la prendre. Non, mais ouais. Parce que c'est vrai que lié au soleil, bon, il y en a eu un petit peu, mais là, il y en a plus trop. Ouais. Mais du coup, pour moi, vitamine D, on va dire de septembre-octobre à mai, ça, je recommande à tout le monde. Ouais. Après, il y a oméga 3. Ouais. Sur ça, les oméga 3, oui, on peut en apporter naturellement. Maintenant, pour moi, la plupart des poissons qu'on va trouver aujourd'hui, poissons d'élevage et tout,
ils vont être pas terribles. Oui, Il y a parce que t'as la notamment le cas. problématique du plomb aussi. Oui, mais ça c'est les T'as gros tout poissons, ça. mais quand on est sur des petits poissons, Ouais. c'est un peu moindre. Mais bon, le saumon d'élevage, moi c'est souvent l'exemple que je donne. Regardez des vidéos, vous allez plus en manger. Je sais pas si tu as déjà vu des vidéos de saumon d'élevage, mais ça donne pas envie quoi. Ouais, bah de toute Ils sont façon, tous, ils ressemblent à rien, D'élevage déjà de base, c'est pas. Mais après, le truc c'est que même le saumon pêché, on en trouve très difficilement, et même quand il est pêché, souvent il tourne autour des élevages, Oui. et il a les mêmes problèmes Bah oui. que les saumons d'élevage. Parce Donc, qu'il n'y a pas de frontière dans la mer. Mais il y a des filets. Oui, mais bon, quand Mais- même. c'est- Voilà, Voilà. c'est ça. Donc, bon. Et ouais, du coup, moi je recommande plutôt les oméga 3 en gélule, en Ouais. général plus que poisson. Bah moi, c'est pour ça que je propose l'huile de foie de morue, parce Ouais. que souvent en termes de rapport qualité-prix, pour les personnes, c'est quand même plus rentable, tu vois. Mais c'est ça, moi je suis comme toi, vitamine D, oméga 3. Et après, il y a magnésium Ouais, que moi, je recommande souvent. Ouais, Dès que les personnes dorment, difficilement. quand elles dorment assez en termes de temps, mais pas en termes qualitatifs. Qualitatif, ouais. Là, souvent, je dis, bon, prends un petit peu de magnésium, on va voir ce que ça donne. Et Ouais, c'est vrai sur que le la fatigue magnésium, nerveuse, même avec une bonne alimentation, j'ai l'impression qu'il y a quand même pas mal de personnes qui en manquent. Ouais, et Presque bah compliqué moi à- je te recommanderais de leur dire de prendre du zinc en plus du magnésium, Le zinc, comme alors, cofacteur. avant, j'étais plus sur du ZMA. Ouais. Maintenant, le ZMA, bon, moi, j'essaie toujours d'être sur les trucs les plus qualitatifs possibles. Ouais. Et forcément, quand on est sur un mix, il y a moins de Ah qualité. non, mais moi je parle en plus. Oui. Pas forcément en couplé, mais en Oui, mais du coup, complémentaire. avant je Ouais. recommandais plus du ZMA, donc qui Ouais. était couplé où il y avait les deux. Et maintenant, c'est vrai que je recommande plus d'être sur des trucs isolés, Ouais. qui sont plus qualitatifs. Et c'est vrai que le zinc aussi, je le recommande parfois de temps en temps. Mais un peu moins souvent. Toi, s'est tu le pas recommanderais concerté. de la même manière? On s'est pas concerté, mais on est plutôt d'accord. Ok, super. Et voilà, c'est ce que Et ici, un dernier, les probiotiques. Ah ok. Ça, je recommande souvent. Moi, j'en prends beaucoup parce que mon système digestif, depuis que je suis petit, c'est pas trop ça. Ok. Et je digère quand même beaucoup mieux quand j'en prends. Et après, les probiotiques, je pense que c'est une bonne chose pour renforcer le microbiote. Ouais. T'en penses quoi, toi? Et bah justement, moi, ça m'intéresse comme problématique parce que moi, ce que je vois chez les patients quand on rééquilibre l'alimentation, qu'on apporte quelque chose de plus qualitatif et plus diversifié, aussi une des réponses qui arrive, c'est la réponse au niveau du transit, tu vois. Les gens vont plus souvent à la selle, ont moins de ballonnement, moins d'inconfort digestif, etc. Parce que, en fait, mine de rien, comme tu as changé ton alimentation, tu as changé ton microbiote, tu vois. Donc en fonction de quelqu'un qui va avoir une alimentation... Typiquement, tu prends quelqu'un qui est omnivore, qui mange de tout, et un vegan, pas du tout le même microbiote. Ouais. Donc, voilà. Donc toi, si tu changes, tu es en possibilité de changer ton microbiote aussi. Mais ouais, non, donc du coup, les probiotiques ou les prébiotiques, bah, ça va aussi dépendre des personnes, de leur inconfort et de l'alimentation de base. Ouais. Parce qu'il faut rester un peu cohérent, tu vois. Qu'est-ce que tu penses des produits light, sans sucre, et après des édulcorants aussi? Alors, moi, je suis complètement biaisée là-dessus. Parce que je suis fille de dentiste. Donc, j'ai été... bon, j'ai pas été élevée au Coca Light, mais en tout cas, quand on en avait, c'était que ça, parce qu'il fallait pas consommer de sucre pour pas avoir de caries. Donc bon. Mais en soi, c'est pas très bien non plus. Donc, je pense que ponctuellement, ça peut être bien. Être addict ou adepte, sur le long terme, c'est pas terrible non plus. Parce que pareil, en fait, tu donnes des fausses informations à ton cerveau. Donc, comment est-ce que ton corps y répond derrière? C'est la même chose. Moi, sur ça, en fait, j'ai un côté un petit peu anti-édulcorant. Donc ça, Ah j'en ai ouais déjà parlé dans plusieurs vidéos, où je dis, ouais, bah, comme toi, t'envoies des fausses informations, et derrière, ça va pas avoir l'effet souhaité. Et surtout, j'avais vu un reportage d'Arte qui montrait un petit peu l'impact des édulcorants sur le long terme chez les personnes qui en consommaient beaucoup, Ouais. et où on voyait des personnes prendre du poids avec ça. Et surtout, beaucoup d'études aujourd'hui sont financées par des associations de défense des édulcorants. Ouais. Et il y a vraiment un énorme lobbying sur les édulcorants. Donc moi, j'ai un côté, je déteste les édulcorants. Maintenant, d'un autre côté, aujourd'hui, on sait pas trop. Et ça, je sais pas trop quoi en penser. Parce que oui, quand tu regardes les calories tu prends du coca et du coca sans sucre. Oui, le Ah coca ouais. sans sucre, bah, c'est pas calorique. Et sur le moment, c'est sûr que la personne grossit pas. Mais Je sur te le côté rejoins aussi ponctuel, là-dessus. ça, je pense que c'est pas du tout gênant. Ouais. Mais après, Ah bah les non, gens après, qui en c'est comme tout, consomment tu vois. vraiment de manière répétée, Ouais. aujourd'hui, moi c'est j'ai sûr. beaucoup, non mais j'ai cherché beaucoup, j'ai vraiment regardé beaucoup d'études. T'as pas vraiment d'études qui montrent l'impact réel des édulcorants. Parce que Et c'est on- hyper dur à isoler. Bah ouais, mais bon, du Parce coup que- moi ça me saoule et en fait aujourd'hui c'est facile pour quelqu'un qui défend les édulcorants de défendre les édulcorants parce que des études qui permettent de défendre les édulcorants, il y en a Oui. plein. Mais moi, au fond de moi, je suis persuadé que c'est mauvais et qu'on verra dans quelques dizaines d'années
que à quel point c'est mauvais. Peut-être que je me tromperai, je sais pas, mais je suis vraiment convaincu de ça, moi de mon côté. Donc après, avant, j'ai fait des vidéos sur les édulcorants en disant ouais que c'était pas top de pas en consommer et tout, mais le problème c'est que quand il y a des mecs qui s'amusent vraiment à aller chercher et tout, bah ils te sortent des études, ils te disent bah regarde cette étude, elle dit que les édulcorants c'est pas mauvais, tout ça. Moi, bah honnêtement, tu vois, moi d'un point de vue scientifique, je me positionnerai pas parce que je ne sais pas. Ouais. En fait, c'est pareil, tu vois. Donc c'est pour ça, moi j'ai plus tendance à... Je suis désolée, hein, peut-être que c'est une réponse un peu bateau, mais ponctuellement, de temps en temps, pourquoi pas. Mais en continu, non, vaut mieux pas, c'est pareil, tu vois. Pas rentrer dans les extrêmes. Les super aliments, t'en penses quoi toi? Donc par super aliments, on parle de tout ce qui est graines de chia, ouais, lait de goji, tout ce qu'on voit sur Instagram, toute avec le hashtag crème, healthy, machin, voilà. La nourriture healthy. Bah écoutez, si vous voulez les incorporer dans votre alimentation, faites-le. Toujours dans une alimentation équilibrée et variée. Après, ne consommez pas que ça, parce que c'est pas parce que c'est des super aliments que c'est magique. Donc, de façon générale, essayez de ne pas exclure des aliments de votre alimentation. Sauf si vous les digérez pas, que vous avez des valeurs ou des croyances religieuses ou autres, ça ok. Mais de façon générale, c'est pas parce que vous allez consommer que des baies de goji et que la baie de goji va apporter tel macro ou micronutriments que vous allez arrêter de consommer autre chose à côté. Mais vous pouvez l'incorporer dans votre alimentation. Pourquoi est-ce qu'on entend parfois que manger beaucoup de protéines, c'est mauvais pour les reins? Est-ce que si quelqu'un fait de la muscu, il va manger, il compte ses protéines, il en mange, je sais pas, 120 grammes par jour, il y a un danger? Est-ce que s'il prend de la whey tous les jours, il y a un danger? Est-ce que tu peux nous dire ce que tu en penses? Alors, ça fait peut-être aussi partie des idées reçues, et il y a aussi la notion d'excès par contre à avoir en compte aussi. En fait, on parle de ça, on fait le lien entre protéines reins déjà parce qu'au niveau physiologique, quand vous allez consommer des protéines au niveau de votre métabolisme, donc il va utiliser les protéines et donc qui vont passer par une étape de dégradation, et un des produits de dégradation, ça va être l'urée. Urée, tac, ça finit dans l'urine. Donc, et ça, tout ça, c'est pris en charge en fait par les reins. C'est les reins qui vont en fait drainer tout ça. Et donc, du coup, ce que les gens disent, c'est qu'en général, bah oui, si tu manges trop de protéines, tu vas donner trop de travail à tes reins et tu vas les fatiguer. Et donc, du coup, parce que tu produis trop d'urée, etc., et qu'il va falloir en fait extraire ce déchet entre guillemets du métabolisme des protéines. Après, tout dépend. C'est pareil. Le bodybuilder qui va consommer des protéines, à forte dose parce qu'il répond à ses besoins, dans un premier temps, ça va être utilisé, donc potentiellement ça va être ok. Après, forcément, il y a toujours des déchets que les reins vont devoir prendre en compte derrière. Par contre, si vous faites travailler vos reins, vous avez compris direct, en fait, faut vous hydrater aussi un maximum en conséquence. Faut être équilibré, faut être réglo là-dessus aussi. Toi, je sais pas ce que t'en penses. Moi, c'est juste que parfois, il y a des personnes qui me disent oui, j'ai eu tel problème au rein parce que je consommais beaucoup de protéines. Donc, le seul truc que je dis, c'est là, il y a peut-être un facteur génétique qui peut expliquer ça, ou alors la mauvaise hydratation. Mais normalement, ta consommation de protéines, il y a très peu de chances qu'elle ait pu entraîner ça directement. Ouais, voilà. C'est ça. En fait, souvent, c'est que on incrimine de la mauvaise façon. C'est-à-dire que parfois ton problème de rein, là que tu as eu, c'est pas une conséquence de ta consommation en protéines, c'est que potentiellement tu l'avais déjà avant et que tu n'en avais pas conscience. On a toujours la même réponse au final, mais il faut doser. C'est l'excès, quoi. Soyez pas dans l'excès. De façon générale, pour votre santé, ce sera pas terrible. Mais normalement, il n'y a pas de cause à effet direct là-dessus, sauf si vous avez un facteur génétique, sauf si vous avez une pathologie que vous ne connaissez pas, sauf si vous avez une petite déficience au niveau rénal, un problème de filtration glomérulaire, ou aussi, potentiellement, vous ne vous hydratez pas assez. Et j'aurais une autre question liée. Je repense à une vidéo que j'avais vue. C'était une vidéo d'Ananas Musclé. Peut-être que tu connais. Non, un mec qui fait des vidéos de sport. Il avait fait un test. Il avait consommé de la créatine en surdosage pendant, je pense, 2 mois. Il avait vraiment, je crois qu'il avait pris 2 fois les doses. Il avait abusé pour faire un test. Et ça lui avait provoqué de l'acné dans le dos. Ah ouais? Il avait vraiment forcé sur la créatine. Ouais, mais après, moi, déjà, j'aurais tendance à dire que la moitié de sa créatine a dû finir dans ses urines. Parce qu'on a un seuil, en fait, c'est pareil. Au début, tu vas avoir un effet positif de la créatine, mais après, si tu veux te doper, faut le faire sous une autre façon que... Oui, non, mais... Mais ouais. Attention, juste, créatine, dopage, parce que les gens vont penser après... C'est pas du dopage. Non. Mais elle disait, si jamais vous voulez vous doper, il faut aller prendre d'autres produits qui vraiment vont
être des produits dopants et pas de la créatine. Voilà. Mais la créatine, c'est pas du dopage. Non. Juste, parce que sinon, on va avoir des questions. La créatine, c'est du dopage. Non. Franchement, écoute, je sais pas. Ok. De l'acné, peut-être que c'est la créatine qu'il a pris, les produits qu'il y avait avec ou. Ouais, la qualité. Ouais, peut-être. Ok. Ou peut-être qu'il a créé de l'inflammation et du coup, il a eu une réponse. Honnêtement, là, je sais pas. S'il y a un lien entre créatine et inflammation, potentiellement. Ouais, parce que moi, en voyant cette vidéo, au ça. début, je me suis dit, enfin, on s'en fout dans tous les cas, la créatine, tu vas la consommer, il va rien se passer. C'est juste que tu vas la consommer pour rien. Et en fait, ça lui a quand même fait ça. Mais et je me suis dit, il y a peut-être quelque chose qui a créé une inflammation, du coup, il a une réaction cutanée là-dessus. Qu'est-ce que tu penses du gluten dans l'alimentation pour des personnes qui n'ont pas de maladie cœliaque ou vraiment de gros problèmes d'assimilation du gluten? Il y a quelques années, on voyait partout des régimes sans gluten, tout ça, pour tout le monde. Ça, j'avais un peu du mal à comprendre, moi, au début. Parce que j'ai l'impression que dans l'alimentation, dans la nutrition, il y a beaucoup de trends que les gens y suivent. Ah ouais, c'est les modes Instagram, ça, ou les modes des réseaux sociaux, et ça part, et on boum. aime bien incriminer des choses, dire ça, c'est pas bon, on l'enlève. Parce que le gluten, déjà, on en trouve un petit peu partout dans notre industrie agroalimentaire parce que c'est hyper bien pour texturer. Tu vois, typiquement ton croissant pour avoir une pâte aérée ou des choses comme ça. Mon croissant, je mange pas de croissant. Voilà. Moi, là. Mais bon, c'était un exemple. Mais en fait, je comprends pas si t'as pas de soucis, pourquoi est-ce que tu veux plus en manger? Parce que c'est quand même te compliquer les courses, quoi. Et compliquer potentiellement ton portefeuille aussi. Donc, peut-être c'est pas la réponse que vous attendiez, mais moi j'ai du mal à comprendre. J'ai un peu l'impression que c'est chercher des problèmes, ou je sais pas, tu vois, ou peut-être s'en créer, mais si t'as pas de soucis, que le gluten ne te crée pas d'inflammation, que tu n'as pas d'inconfort, pourquoi? Toi, visiblement, t'as un inconfort, donc t'en manges pas. Alors moi, à titre perso, j'ai un inconfort sur ça. Vraiment le lait à 200%, ça je peux pas. Et le gluten, quand j'en mange pas, je me sens mieux. Ouais. Après, essayez et vous verrez. C'est ça aussi, il faut tester, quoi. Après, moi, mon avis sur le gluten, j'ai tendance à conseiller d'en consommer un petit peu moins, à chercher des produits qui en contiennent un petit peu moins, style sur le pain, remplacer la baguette par du pain de petit épeautre ou des pains plus qualitatifs. Mais par contre, je déconseille les produits sans gluten qu'on va trouver dans les supermarchés qui sont en général pas terribles et de mauvaise qualité. Mais sur le gluten, j'avais vu un reportage Arte, encore une fois. Et du coup, dans ce reportage, c'était en fait, il retraçait l'évolution du gluten et de comment est-ce que le gluten avait complètement envahi l'industrie agroalimentaire et la modification aussi du gluten qui avait eu lieu. Et qu'avant, en fait, le gluten, c'était une toute petite protéine qui était pas trop gênante pour le corps, mais qu'on s'est retrouvé avec une méga protéine complètement modifiée et qu'on retrouvait en énorme quantité, et que ça, en fait, cette quantité-là de gluten qu'on assimilait faisait que ça allait affecter l'intestin et un petit peu abîmer les poils de l'estomac et les plis, les villosités de l'estomac, et faisait de l'intestin, et faisait qu'on avait plus de mal derrière à bien absorber. Et qu'en fait, on pouvait, chez certaines personnes, ça pouvait carrément entraîner une maladie cœliaque et différents problèmes réaction auto-immune, à force de consommer trop de gluten. Ouais. Donc sur ça, c'est quoi ton avis? C'est multifactoriel, il y a toujours une part d'environnement, l'alimentation, facteurs génétiques, etc. Il y a tout ça qui rentre en compte. Après, moi je vais te faire une comparaison là, avec le gluten, c'est le lactose. Typiquement, normalement, de base, quand on est petit, on a les enzymes pour le digérer, tout va très bien. Bon après là, c'est pas une question de... Mais ça c'est génétique. Mais parce que tu as une adaptation. Oui. Parce que tu adaptes, tu forces ton corps, entre guillemets, à faire en sorte que... Après, il y a des gens qui sont répondants et d'autres non. Mais là, potentiellement, le gluten aussi, pareil. Il y en a qui vont avoir l'habitude de le consommer et qui ne vont jamais avoir de problème parce qu'il n'y aura jamais de réaction auto-immune ou d'inflammation qui sera créée avec ça, parce qu'ils sont habitués. Et d'autres qui vont être plus sensibles, qui vont avoir des terrains un petit peu plus sensibles et où ça va se développer. Ok, super. Sur le gluten, du coup, moi je sais pas trop, j'aurais tendance du coup à le déconseiller un petit peu. Toi, du coup, tu dis que c'est vraiment du cas par cas et que ça dépend de si la personne ressent un bénéfice ou pas sur le fait d'arrêter d'en consommer. Et pareil, en fait, ça va dépendre de ton alimentation. Parce que moi, par exemple, je mange pas de baguette, tu vois. Ouais. Donc potentiellement, je dis ça, mais peut-être que j'ai pas un gros apport en gluten non plus, donc peut-être que c'est pour ça que j'ai pas de problème. Donc on sait pas. Après, la baguette, on ne consommait pas. Les croissants non plus. C'est pas terrible. T'as autre chose à ajouter? On a vu du coup 10 questions ensemble.
Ouais. Tu as répondu à ces 10 questions, plus un petit peu plus après, Ouais. tu nous as partagé tes avis. Donc c'était génial. Il y a beaucoup de conseils là-dedans, beaucoup de bons conseils à appliquer derrière pour vous, pour améliorer votre alimentation. Est-ce que tu auras un dernier truc à ajouter? Si vous regardez cette vidéo, je pense que c'est déjà que vous êtes un petit peu alerté et soucieux de votre alimentation, de votre nutrition. Donc déjà, bravo. Bravo à vous. Non, et franchement, la nutrition, c'est la base dans votre vie, finalement. Donc faites attention, diversifiez-la. Si vous avez des questions ou vous avez des interrogations, orientez-vous vers un spécialiste. Instagram et TikTok ne vous donnera pas toutes les réponses là-dessus. Et n'oubliez pas que c'est du cas par cas, vraiment. Donc ce que vous allez faire, vous, ne fonctionnera peut-être pas chez votre voisin. Donc faites attention à ça. Et continuez de bien vous alimenter et soyez heureux. Ne devenez pas déprimé à cause de l'alimentation. Génial, merci beaucoup pour cette dernière phrase de conclusion, Sarah. Si tu as kiffé la vidéo, mets un commentaire. Si tu as d'autres questions pour Sarah, pose-les en commentaire. Abonne-toi à son Instagram et mets un petit j'aime. Abonne-toi. À très vite. Force!